l'émission Philosophie de Blandine Kriégel est consacrée aujourd'hui à Que peut le corps, Descartes et Spinoza, avec le docteur Marielle David, pédopsychiatre et psychanalyste, le doyen François Guéry, philosophe, l'historien Alexandre Adler, géopolitologue, et le journaliste Alexis Lacroix, directeur de Actualité Juive. Et notre ami Benjamin à la régie, je vous salue. Alors, en effet, cette question, chers amis, que peut le corps? Après avoir fait l'objet, n'est-ce pas, dans le passé de la philosophie, disons, d'un certain rejet ou d'une certaine marginalisation, je pense à la prison de l'âme chez Platon, ou simplement à Aristote, rien n'est dans l'esprit qui n'ait été auparavant dans les sens, c'est-à-dire une étape, n'est-ce pas, seulement une étape, eh bien, nous devons reconnaître que le corps est aujourd'hui l'objet de toutes les attentions. La médecine, la psychologie, la technologie se donnent la main pour prolonger, réparer et même quelquefois édifier un corps idéal qui se substitue d'une certaine façon à la fascination qu'avaient exercée auparavant les représentations religieuses, le corps glorieux, le corps mystique ou le corps sacré. Cette réévaluation intellectuelle du corps date incontestablement de la Renaissance et des temps modernes, où l'observation des corps célestes et des corps terrestres, la physique, n'est-ce pas, née de la mécanique classique, et l'examen du corps humain avec les débuts de la médecine, Vézal, Ambroise Paré, Harvey, la réévaluation de la dignité de l'homme, Pic de la Mirandole, et bien tout cela a ouvert une nouvelle représentation du corps, la redécouverte, avec la redécouverte évidemment des philosophies de l'Antiquité qui étaient demeurées récessives, Démocrite et Épicure qui faisaient une place déjà plus grande au corps, et la rentrée dans l'espace culturel européen des antiquités hébraïques. Bref, eh bien, une autre situation, représentation du corps. Nous demanderons donc aujourd'hui à de grands penseurs des temps modernes, Descartes et Spinoza, de nous éclairer. Que peut le corps? Qu'est-ce que le corps? Sa définition et, au fond, sa puissance. D'abord, Descartes. Je suppose que le corps n'est autre chose qu'une statue ou machine de terre que Dieu forme tout exprès. Je désire que vous considériez que toutes les fonctions que j'ai attribuées à cette machine, comme la digestion des viandes, le battement des cœurs et des artères, etc., que ces fonctions suivent toutes naturellement cette machine de la seule disposition de ses organes, ni plus ni moins que font les mouvements d'une horloge ou autre automate. En sorte qu'il ne faut point à leur occasion concevoir en elle aucune autre âme, végétative ni sensitive, ni aucun autre principe de mouvement et de vie, que son sang et ses esprits, agités par la chaleur du feu qui brûle continuellement dans son cœur et qui n'est point d'autre nature que tous les feux qui sont dans les corps inanimés. Extrait du Traité de l'homme. Et maintenant, dans la 6e méditation métaphysique, et par ma nature en particulier, je n'entends autre chose que la complexion ou l'assemblage de toutes les choses que Dieu m'a données. Or, il n'y a rien que cette nature m'enseigne plus expressément, sinon que j'ai un corps qui est mal disposé quand je sens de la douleur, quand j'ai les sentiments de la faim et de la soif. Et partant, je ne dois aucunement douter qu'il n'y ait en cela quelque vérité. La nature m'enseigne aussi que je ne suis pas seulement logé dans mon corps ainsi qu'un pilote en son navire, mais outre cela, que je lui suis conjoint très étroitement. Ça, c'est la 6e méditation métaphysique. Et évidemment, en contrepoint, en quelque sorte, un texte de Spinoza. L'objet de l'idée constituant l'esprit humain est le corps, autrement dit, un certain mode de l'étendue existant en acte et rien d'autre. Éthique 2, proposition 13. L'ordre et la connexion des idées, ordo et connexio, sont les mêmes que l'ordre et la connexion des choses. Éthique 2, proposition 7. Tous, nous avons fait l'expérience que l'esprit n'est pas toujours également apte à penser au même objet, mais que plus le corps est apte à éveiller en lui l'image de tel ou tel objet, plus l'esprit est apte à considérer ces objets. On ne sait pas ce que peut le corps, ou ce que l'on peut déduire de la seule considération de sa nature et que l'expérience nous apprend par les seules lois de sa nature. Arrive un très grand nombre de choses qu'on n'aurait jamais cru pouvoir se produire sans direction de l'esprit. Par exemple,
les actions que les somnambules accomplissent pendant leur sommeil et dont ils s'étonnent une fois éveillés. Ajoutez à cela la structure même du corps humain qui, en habileté, surpasse de très loin tout ce que fabrique l'art humain. Pour ne rien dire de ce que j'ai montré plus haut, à savoir que la nature considérée sous un quelconque attribut que de la nature considérée sous un quelconque attribut suivent une infinité de choses. Éthique 2, Scoli de la proposition 2. Alors, évidemment, ces textes, n'est-ce pas, définissent et réfléchissent de façon différente la question du corps. Chacun, au fond, puisque j'en viens d'abord à Descartes, connaît Descartes, n'est-ce pas, ce grand penseur, ce grand philosophe, mathématicien, physicien du 1er XVIIe siècle, 1596-1667, et qui a montré au fond, un intérêt renouvelé, considérable pour le corps. Que nous apprend ce texte? D'abord, que Descartes s'intéresse au corps humain, bien qu'auparavant, dans le discours de la méthode et dans les méditations métaphysiques, il s'était, parce qu'il s'était tourné vers les corps célestes et terrestres pour proposer une définition générale du corps comme chose étendue, res extensa, tout à fait séparée de l'âme, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'on appelle le dualisme de Descartes, qui sépare au cordeau l'âme et le corps. Et aussi qui réaffirme la prééminence de l'âme sur le corps, n'est-ce pas? Et par exemple, dans les méditations, Descartes dit dans la seconde méditation, je suis une chose qui pense, et ça c'est le premier effet de ce dualisme, mais il y en a un second qui n'est non moins important, c'est qu'il lève l'interdiction avec son idée de res extensa, de choses étendues, que Aristote faisait peser sur la mathématisation des corps terrestres. Or, désormais, puisqu'ils sont réduits à l'étendue, eh bien, on peut parfaitement géométriser les corps, les quantifier, et c'est ce qu'il va faire immédiatement, puisque dans sa dioptrique, les lois de la réflexion et de la réfraction, ou dans l'établissement plus tard du principe d'inertie, Descartes est un des grands physiciens modernes, n'est-ce pas, qui utilisent la mathématique pour comprendre la physique. Il ne s'arrête pas là. Eh bien, au fond, après cette séparation substantielle de l'âme et du corps, eh bien, il va plus loin, puisque dans la suite des méditations, dans la 6e méditation, eh bien, il prend en compte qu'en vérité, comme il le dit, et c'est la phrase principale qui d'ailleurs est extrêmement célèbre, je ne suis pas logé dans mon corps, le je c'est le je du je pense, comme un pilote en son navire, autrement dit, il y a, dit-il, non seulement une vérité a minima d'essence, mais il y a une union, enfin il y a une substance psychophysique, une union de l'âme et du corps, après la séparation en l'homme, l'union de l'âme et du corps. Et là, il y a quelque chose d'absolument pionnier chez Descartes, puisque en fait, il veut lui aussi examiner, n'est-ce pas, le corps humain par les lois et règles de la nature. Il a compris Harvey, la circulation du corps, et donc il va comparer, c'est ce qui est dit dans ce texte, le corps humain à une machine, une horloge, un automate. Et cette machine, dit-il, n'a au fond ni âme végétative ni sensitive. Ces âmes que Aristote avait reconnues par exemple chez les animaux, eh bien non, dit-il, dans le corps, y compris le corps humain, au fond il n'y a pas d'âme. L'âme est totalement séparée, et s'il y a une articulation, c'est ce qu'il explique dans le traité de l'homme, eh bien cette articulation, il faut imaginer qu'elle va passer par une glande, en fait l'épiphyse, qu'il appelle la glande pinéale, et ce sont les volontés de l'âme qui vont être transmises au corps par cette glande, et donc voilà comment il conçoit l'articulation de l'âme et du corps. Cela dit, pour en rester à Descartes, eh bien, on ne doit pas oublier que c'est lui le premier qui a enseigné que, en fait, tout corps est à la fois sujet à un objet, que c'est un objet puisqu'on peut l'étudier, mais c'est un corps propre. Et évidemment, cette observation ouvrira toutes les méditations cartésiennes de la phénoménologie et celles qu'on retrouve non seulement chez Husserl, mais chez Merleau-Ponty, chez Sartre, sur l'importance, n'est-ce pas, de la reconnaissance de ce corps propre.
Donc, on peut dire que Descartes a joué véritablement un rôle pionnier dans au fond, la réintroduction du corps. Mais évidemment, il n'est pas le seul, et j'en viens maintenant au texte de Spinoza. Alors, que peut le corps, hein, c'est lui, Spinoza, qui formule cette interrogation. Et alors Spinoza, évidemment, il faut reconnaître qu'à l'encontre de toute lecture attentive, certains disent encore qu'il est un disciple, un petit cartésien de Descartes, et on va voir ici qu'il n'en est absolument rien, puisqu'il est en vérité un critique impitoyable, même s'il est assez grand seigneur, et qu'il reconnaît aux grands philosophes français ce qu'il lui doit, en particulier dans le préambule de l'éthique 3, puisqu'il explique qu'au fond, c'est Descartes qui a essayé de penser les affects, et où, dit-il, il n'a montré que l'acuité de sa grande intelligence. Mais 3 critiques, n'est-ce pas? Spinoza adresse à Descartes 3 critiques, non seulement dans l'éthique 3, consacrée aux affects, mais déjà dans l'éthique 2. Premièrement, il est hostile au dualisme, n'est-ce pas? Au dualisme de l'âme et du corps. Le seul objet de l'idée constituant l'esprit humain est le corps, écrit-il. Autrement dit, c'est déjà au fond, une visée de l'esprit, une visée fondamentale que le corps. Deuxièmement, l'ordre et la connexion des idées sont les mêmes que l'ordre et la connexion des causes. Donc il n'y a pas non plus dans la nature une séparation totale des idées et des choses. Et Freud sur le dualisme cartésien. Et donc, pourquoi? Eh bien, pourquoi? Parce que selon lui, contrairement à Descartes, l'esprit et le corps ne sont pas des substances, mais seulement des attributs, évidemment des attributs sur le même plan, sans hiérarchie du divin, de la substance divine. Et deuxièmement, eh bien, sur l'articulation de l'âme et du corps. Alors là, évidemment, il n'était pas le premier, parce que les critiques contre Descartes avaient fusé de toutes parts sur cette glande pinéale. La réponse de Spinoza à la question « Que peut un corps ?» eh bien, elle commence, au fond, c'est extrêmement étonnant, par une négation. On ne le sait pas. On ne sait pas, n'est-ce pas, ce que le corps, car la science médicale est encore dans les limbes. Et au fond, pour lui, la glande pinéale, dit-il, c'est un conte bleu, enfin c'est une invention, ce n'est pas vérifié. Et dans la connaissance des affects, le désir, l'action et la passion chez lui, eh bien, Descartes non plus n'est pas bien engagé parce qu'il conserve un point de vue moral sur les corps, alors on doit les étudier, comme le propose Spinoza, more geometrico, comme le reste des choses de la nature, et aussi parce que la raison ne peut ni dresser ni redresser les passions. Ajoutons que, en vérité, eh bien, il est également hostile à cette articulation que fait Descartes parce que, selon Spinoza, au fond, l'esprit et le corps ne sont pas reliés directement les uns les autres. Ils sont reliés à l'infini, immédiatement et très indirectement à l'entendement au corps divin s'il y en a un. Partout, il y a du code et de la matière dans un univers en mouvement, et c'est ce qu'on a appelé quelquefois un peu improprement le parallélisme, mais on ne peut pas, au fond, même s'il y a, disons, de l'esprit et de la matière partout, on ne peut pas aller directement de l'un à l'autre, les choses sont beaucoup plus complexes. Enfin, troisième et dernière critique, c'est l'idée du corps-machine. La structure du corps humain, telle que Descartes la pense, Spinoza la trouve beaucoup trop approximative. Il dit très simplement que le corps n'est pas une machine, c'est pourquoi, au fond, après avoir s'être lancé aussi dans l'étude des affects, et une étude dont il reconnaît que Descartes est le pionnier, eh bien, il s'écarte de son analyse, puisque pour lui, effectivement, il faut étudier les affects comme des puissances négatives ou des puissances positives. Les unes nous entraînent vers la servitude, les autres vers la liberté. Et donc, mais ce sont des forces. Et donc, eh bien, en vérité, il y a une opposition point par point
entre Descartes et Spinoza. Donc, voilà les questions que je vais vous poser. Je commence peut-être par vous, Alexandre. Oui. Que peut le corps qu'est-ce que le corps et que peut le corps? Qu'est-ce que vous répondriez à partir de ces positions, n'est-ce pas, de nos deux grands philosophes? Eh bien, que l'un comme l'autre était obligé d'agir un peu l'arbatus pro deo. Il se cachait devant Dieu, car il est évident à les lire, aussi bien Descartes dans cette affaire que Spinoza, qu'ils ont fait des dissections, qu'ils ont étudié le corps humain sous la forme du cadavre. C'est parfaitement vrai, à cause des dessins qu'on a de Descartes. Oui. On le voit de Descartes, mais on voit bien que Spinoza n'en pensait pas moins, et que l'un comme l'autre était l'objet d'interdits religieux extrêmement dangereux et qui pouvaient les conduire à des accusations de sorcellerie, et on ne plaisantait pas avec la sorcellerie. Et donc il y a effectivement une volonté, un désir de savoir qui est extraordinaire, qui est un aspect irrépressible de l'esprit humain, et qui a été arrêté par un certain nombre de conceptions religieuses diverses, et qui, effectivement, obligeait d'une certaine manière à l'accès à un savoir tout simplement biologique, mais ésotérique, c'est-à-dire les dissections. Et d'ailleurs, cela reste encore dans le cursus des étudiants en médecine, puisque je suivais, si je puis dire, les études de médecine de mon quasiment frère de lait, Simon Weber, qui m'a raconté comment c'était cette dissection qu'il avait laissé des cauchemars terribles, eh bien, était véritablement une épreuve initiatique. L'étudiant en médecine est confronté au cadavre, c'est-à-dire à l'expérimentation humaine. Et il est obligé de voir sans sensiblerie ce qui, tout naturellement, ne peut amener qu'à un réflexe de recul et de défense. Docteur David, un mot là-dessus? Vous êtes d'accord avec Alexandre? Sur le fait que le passage par l'anatomie... c'est un passage initiatique. Oui. Oui, d'une certaine façon. Approchez-vous de votre micro. C'est le tout début des études de médecine, les vrais. Oui, bien sûr. C'est quelque chose par lequel il faut passer. Et puis après, on a la colle des agrégés et il faut, sur le cadavre, montrer tous les éléments différents. Je pense que ce qui est important, malgré tout, c'est pas d'avoir disséqué, c'est d'avoir vu les tableaux de Rembrandt. Oui, je pense que c'est beaucoup plus important. Il y en a qui seraient contents de s'être contentés de ça. Alexandre, je vous ai interrompu, pardonnez-moi. Non, pas du tout, mais je pense à ce que raconte Marielle et c'est tellement exact. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup qui auraient préféré les tableaux de Rembrandt au justement, maintenant on voit le cadavre. Et vous, François, alors, François qui avait bien lu Descartes, qui connaît Spinoza, au fond, qu'est-ce que vous répondez à ces définitions? Qu'est-ce que le corps? Que peut le corps? Comment, par rapport à ces analyses divergentes? Je voudrais souligner quand même une autre discordance entre les deux positions. Oui. C'est que Descartes a élaboré dans la 6e partie du discours, mais ce n'est qu'un résumé de son plan, ce qu'on pourrait appeler un programme de développement. Enfin, dans le langage actuel, on appellerait ça un programme de développement. Or, les programmes de développement sont, si on veut, élaborés aujourd'hui, enfin au XXe siècle, par l'Organisation des Nations Unies. Oui. Il y a notamment, par exemple, Environnement et Développement, qui a élaboré un concept spécial qui est le développement durable. Alors, pourquoi est-ce que Descartes est en relation avec ça? La 6e partie du discours commence par une sorte de manifeste, si on veut. Alors, j'ai noté le texte, je me permets de... C'est le discours de la méthode, là, quelques lignes. La 6e partie du discours de la méthode, absolument, qui est donc programmatique. Oui. L'esprit dépend si fort du tempérament et de la disposition des organes du corps que s'il est possible de trouver quelques moyens qui rendent communément les hommes plus sages et plus habiles qu'ils n'ont été jusqu'à présent, c'est dans la médecine qu'on doit le chercher. Alors, je trouve ça très paradoxal et intéressant, curieux, parce que la médecine à l'époque de Descartes, c'est la médecine de Molière, Diafoirus. Ils ne savent rien faire, si on veut. Ils ne soignent pas. Mais Descartes annonce qu'une médecine scientifique et efficace sera possible.
Or, les faits lui ont donné absolument raison. Une médecine appuyée sur les sciences, qui reste néanmoins ce qu'on appelle un art. Moi, je vois ça comme ça. Enfin, cette médecine existe. Et il est vrai aussi que les programmes de développement ont commencé par la santé, en particulier éradication de la mortalité infantile, vaccination universelle, si on veut, pour éradiquer les très grandes épidémies, etc. Nous sommes débarrassés de la peste, de la rage, du choléra, etc. Et des maladies infantiles, effectivement. Au programme de développement. Et pharmacie. Oui, bien sûr, c'est absolument lié. Extension de la pharmacie. Oui, énorme. tout à fait. Mais j'irai plus loin, parce que dans l'idée du développement, il y a aussi, par exemple, d'apprendre aux gens à lire et écrire. Parce qu'on ne devient pas plus sage et plus habile si on ne sait pas lire et écrire, si on n'a pas de connaissances, si on n'est pas éclairé d'une façon générale. Donc, les programmes du développement qui ont été élaborés au XXe siècle suivent presque à la lettre la sixième partie du discours de Descartes. Or ça, c'est quelque chose qui est spécifique à Descartes. Moi, je dirais que Descartes est historial. Il passe... Heideggerien, oui. Oui, enfin, peu importe, c'est un mot qui n'est qu'une traduction. Oui. Mais il traverse les siècles. Il y a quelque chose qui est comme un destin de l'Occident, de l'Europe, si on préfère, mais une Europe qui a mondialisé ce qu'on appelle les colonies, etc., donc qui a, malgré tout, diffusé ces lumières, même si ça ne marche pas très bien. Oui, François, mais alors que répondez-vous à tous ces médecins qui, évidemment, se gaussent de la glande pinéale et surtout qui vont plutôt chercher la représentation du corps et le rapport entre le corps et l'esprit chez Spinoza que chez Descartes, parce que Descartes n'est pas le modèle de la médecine ni de la psychologie aujourd'hui. Non, mais il y a pire. D'ajouter aussi juste une objection brève, c'est que il se trouve que quand même la syphilis a été la maladie du 19e siècle qui a atteint absolument ravagé même toute la population intellectuelle. Et précisément, elle a été vaincue par les Japonais. Ah oui. Pourquoi ? Parce que les Japonais, qui avaient une assez bonne médecine européenne d'ailleurs, eux n'avaient aucun préjugé à l'idée que c'était un châtiment de Dieu, pas plus que le sida. Et donc, effectivement, ils ont trouvé des moyens de guérir la syphilis. Alors, un mot quand même sur la faiblesse de Descartes, ce qu'on pourrait appeler son matérialisme imaginaire, juste un mot. Pour Harvey, il n'a pas tenu compte de la connaissance qu'Harvey avait de la circulation sanguine, puisqu'il imagine que c'est comme un foin qui chauffe, le cœur est comme une botte de foin qui chauffe, etc. Là, alors, Marielle, que pensez-vous ? En fait, vous êtes plus habilité que nous. Enfin bon, pour un psychanalyste, le corps est en réalité lié à une fonction imaginaire. C'est dans la mesure où, au fond, le petit enfant va voir son corps dans une glace, qu'il va prendre conscience de son corps, surtout s'il n'a pas de douleur. Surtout s'il n'a pas de douleur. Je veux dire que le corps, on sait à peine qu'on en a un, sauf si on a mal. On l'oublie. C'est juste. Bon. Donc le corps, c'est par l'imaginaire qu'on y a accès. Alors, il y a... Quand on a faim, quand on a soif, on sait oui, bien sûr, tous les jours, bien sûr. Là, on a des besoins. Mais il faut que quelque chose soit ressenti pour qu'on ait la sensation de son corps, mais en fait, l'image est quand même très importante pour prendre conscience de son corps. Alors, il y a une chose très étrange, je dirais, chez Spinoza, c'est ce qu'il dit de l'art humain. C'est-à-dire, il dit, en réalité, le corps, et il vient de le découvrir, et il a parfaitement raison, le corps est extraordinaire, la minutie des corps est extraordinaire, et le moindre tableau de Rembrandt, pourtant extrêmement minutieux, est encore moins bien que une représentation, que le corps dans sa réalité. Mais en fait, nous n'avons pas cette notion aujourd'hui de l'art. L'art n'est pas lié à la reproduction minutieuse de la réalité. L'art vient de ce qu'en nous, on a quelque chose d'assez mystérieux que chez nous on appelle le réel,
et qui va Non, mais être, si vous me permettez de vous va interrompre. traverser l'art. Mais juste, il y a un point là, c'est quand il entend art, il entend ars au sens latin du terme, c'est-à-dire techné. C'est-à-dire, il veut dire simplement, il ne parle pas des beaux-arts, il ne parle pas des beaux-arts, il ne parle pas de la peinture, il parle, n'est-ce pas, de l'art de celui qui fabrique l'horloger, de la technique de l'horloger. Et ce que veut dire Spinoza, c'est que la fabrication divine, la fabrication divine du corps, ou du Dieu ou de la nature, eh bien, est infiniment plus complexe. Ça, c'est pas contre les beaux-arts, hein, c'est pas contre la peinture. D'accord, je comprends. Voilà. Donc ça, je le signale parce que écoutez, si vous me permettez de me faire le défenseur du point de vue de Spinoza, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est que d'habitude on oppose, n'est-ce pas, l'âme et le corps. Et lui dit ailleurs que plus on a un corps, c'est parce qu'on a un corps très complexe qu'on a une pensée très complexe. Voilà. Bon, alors on nous fait signe que nous en avons terminé. Parfait, là, écoutez, voilà, ça sera le mot de la fin pour cette émission. C'est parce qu'aussi